Alors note pour le Portal 40K Spring GT, il y avait 3 joueurs invaincus au début du 5e tour. Nous avons donc présenté le match où 2 joueurs 4-0 se sont affrontés. Donc on a Azuriani et Harlequin, on va juste vite fait regarder les listes. Ah, on a une Genzar là, dans cette liste, mais on retrouve Barot, Ranger, Howling Banshee, Sweeping Hawk, Shining Spear, Falcon, Support, les Décanons, Meuf Serpent. On retrouve un Warlock Skyrunner, un Farseer Skyrunner, Ranger, d'ailleurs Avenger, Howling Banshee, double Night Spinner, hein, l'unité qui est un solide B+. Enfant d'Arlequin, Lightside Ass, Shadowseer, Troupe Master, 1, 2, 3, 4, 4 troupes seulement, un DG un solitaire, 6 Skyweaver, 2, 4, 6 Void Weaver et 4 Star Weaver. L'un de ces aspects n'a pas besoin d'être présenté. Joseph a un peu modifié la formule du spam Void Weaver en enlevant un de chaque unité pour ajouter des Skyweaver qui peuvent potentiellement être utiles dans le miroir. Mais le plan de base qui consiste à être incroyablement mortel, rapide et difficile à gérer demeure. Oui, bah oui, hein, de toute façon, ils sont tous véhiculés en anti-Graveldar, ça bouge vite, ça bouge vite, ça charge vite, chose à dire. De l'autre côté de la table, l'autre moitié du codex Craftworld se déplace en solo avec Daniel qui a mis en place une puissante concoction Ultway qui a déjà mis à mal 2 joueurs Harlequin dans la course de la finale. Comme beaucoup d'armées de Craftworld, elle a un plan fort, To the Last, une flexibilité exceptionnelle des options ici, de l'artillerie pour forcer la main de l'adversaire et quelques menaces de tir difficiles à engager, mais elle est nettement différente des autres constructions que nous avons vues aujourd'hui. Daniel a eu la gentillesse de nous envoyer quelques réflexions sur son armée et c'est très cool. Pour commencer, l'une des menaces de tir est le Swooping Hawk. Unité qui a fait l'objet d'un battage médiatique croissant au fur et à mesure que les gens l'essayaient, et qui ne fait que se renforcer à mesure que les Harlequins deviennent plus dominants. Il vous donne des tonnes de tirs et l'accès aux mortels grâce au grenade pack. Et leurs inconvénients, faiblesse à l'indirect, manque de PA, ne sont absolument pas pertinents dans le jeu des Harlequins. Ici, il règne en maître, en gardant l'adversaire embouteillé pendant que le tir fait son travail. Nous voyons aussi les Howling Banshee faire une apparition, 3 unités avec des miroirs pour être précis. Même pour les 2 unités qui n'ont pas de pouvoir d'exarque, le volume d'attaque que leur confèrent les mots miroirs leur permet de fonctionner un peu comme des incubes, menaçant de charger et d'échanger contre pas mal de choses, et étant encore une fois particulièrement bien statué pour les jeux. Pour les jeux d'Arlequin, faire en sorte que tous ceux qui le chargent se battent en dernier est également très important pour les Harlequins. Car cela signifie que si plusieurs troupes doivent être éliminées en une seule phase, elles peuvent le faire sans avoir à se soucier des interruptions. Le fait d'avoir Genzar à ses côtés ne fait que renforcer cela et la combinaison de son aura d'objectifs sécurisés avec la capacité de prendre beaucoup de choix de troupes ennemies en une seule fois si nécessaire peut fournir un swing primaire puissant. Barot conserve également son emplacement réservé dans toutes les listes Azuriani, offrant un autre angle de jeu pour l'objectif sécurisé. Enfin, cette liste réussit à inclure 2 Farseer et un Warlock en jetpack, ce qui lui donne une puissance psychique considérable et lui permet aussi de vraiment tirer parti de Tempête Eldritch dans les parties où elle est bonne, dont les Harlequins. Les clowns sont fortement incités à se regrouper autour de leur Shadowseer, mais s'ils le font, alors une tempête massive doublement boostée peut être lâchée sur leur tête pour des dégâts spectaculaires et avec l'armée ayant de nombreuses façons différentes de réduire les 2 dernières blessures d'un bateau après cela. Cela peut être un swing brutal. Daniel l'a apparemment beaucoup utilisé au cours de l'événement et grâce aux forces de sa liste, il a pu choisir la combinaison confortable de To the Last, Stranglehold et Rituel Psychique dans presque toutes les parties. Elle fournit également la puissance nécessaire pour affronter correctement la menace des Lightside-Ass, et potentiellement les battre à leur propre jeu. La combinaison de l'artillerie et de la menace imminente de la tempête Eldritch signifie que les Azuriani vont en fait être aux commandes en ce qui concerne le début de la partie. Les Harlequins doivent sortir pour mettre leurs armes à feu en action, et s'ils restent trop groupés, ils vont se faire lâcher beaucoup de mortels sur eux. Lorsqu'ils sortent cependant, les Azuriani peuvent alors se concentrer sur l'élimination de leur matériel d'objectifs sécurisés aussi vite que possible, en utilisant des unités de mêlée piquantes pour immobiliser les unités de tir qui s'approchent trop près, puis en utilisant les seigneurs Phoenix pour verrouiller le jeu. Enlever les troupes et les Harlequins auront soudainement du mal à faire un round, et ils menaceront toujours d'utiliser les sauvegardes automatiques de Strain of Fate dans la phase de combat pour tenir bon à un moment clé et prendre un swing primaire massif. Cette construction légère particulière est aussi
vulnérable au plan Craft World. Les menaces étant plus larges et moins profondes, elle est plus vulnérable aux grosses chutes de blessures mortelles. Et les Skyweavers n'ont pas l'impression d'apporter autant de bénéfices qu'ils le feraient dans un miroir. Daniel a été capable de convertir cette victoire en un succès, portant le drapeau Azuriani avec succès et ajoutant une autre liste à la pile de celles que je veux vraiment essayer moi-même. 97 à 42 quand même pour les Azuriani, donc chapeau. Chapeau monsieur, bien maîtrisé contre une faction qui est exceptionnelle en ce moment. Ah, mais en première place, on retrouve un taux. Ils finissent combien, eux? On sait pas. Alors, attendez, c'est... Donc il y a Daniel, oui, lui c'est Daniel, et le deuxième joueur c'est Joseph. Attendez, juste pour lui premier. Deuxième, ok, c'est Daniel qui arrive deuxième avec son Craft World. Ah putain, Joseph il redescend septième, ouf. Alors on a un joueur donc To qui arrive à la première place. On va regarder la liste. On a Crisis avec les Burst Cannon, Plasma Rifle. On voit quand même que le Burst Cannon arrive, revient en force 1. Le Burst Cannon c'est quand même 6 tirs de force 5. Donc même si c'est PA 0, en fait, contre les Harlequins, bah, la PA 0, vous en battez, vous en foutez, on a vu 4+. Et il me semble qu'ils n'ont pas mieux qu'une 4+. Donc PA 0 ou PA-1, ils seront toujours sujets à l'invulnérable 4+, donc bah, aux F de la PA 0. Donc le Burst Cannon qui assure 6 tirs, alors qu'un Air Bursting c'est un des 6 tirs, donc ça assure pas forcément les 6 tirs. Et du coup, le Burst Cannon devient ultra fort. Ultra fort. On a un Commander Crisis, alors il joue en quoi? Il joue en To Empire ou en To 7, ok. Précision du chasseur, missile pod, onagre, gantelet onagre, plasma rifle, générateur, To lance-flamme, thermonotronique. Donc là on a clairement un Crisis de CAC avec 2 marqueurs drone. On a un éthéré avec Sense of Stone, Exemplar of the Manka pour la Fury Roll des blesses. Ok, bon la classique, 2 marqueurs light, décroute. Ici on a plasma rifle et To lance-flamme, ok. Ça, c'est sûrement pour répondre aux charges. Est-ce qu'il y a le warning early, je sais pas quoi? Non, il n'y a pas de early warning. To lance-flamme, ça, c'est clairement pour répondre aux charges des Harlequins. Voilà, pardon. Et du coup, quand il charge, il fait Overwatch, bah, je te touche auto, et là, je lance 1, 2, 3, 4, 5d6 plus 10. Je fais 5d6 plus 10 tirs en Overwatch. On le voit, hein, il a vraiment spammé. Et là, on a aussi double burst cannon. Hein. Double burst cannon, To lance-flamme. Je pense que si ça oblige les To à se convertir sur du burst cannon, ça me donne peut-être un peu plus de chance au SM de revenir dans la méta. Après, là, on a quand même les plasma rifles qui font mal. Hein. Mais burst cannon, parce que PA0, voire -1, même en monde K, sur des sauvegardes à 2, on reste à sauvegarde à 3+. Si en plus on est dans le light cover, parce qu'il n'ignore pas le light cover ici, bah on reste sur des sauvegardes à 2+, donc on peut vraiment tanker les shit tirs de Burst Cannon. Bon, après, ils sont pas tous équipés que de Burst Cannon, évidemment. On a double broadside, mais ça se réfléchit. Donc Woodtown, Tactical Drone, broadside. Et on a Shadowsun. C'est vrai que là-dessus, j'ai moins peur de jouer contre To, s'il y a beaucoup de To lance-flamme, de burst cannon. Bon, ça fait peur quand même. Hein. Et de paquets de broadside, et tu fais ouh là là, faut pas que je sois en ligne de vue. À l'instar d'autres listes To réussies cette semaine, la liste de Benjamin évite les unités utilitaires en faveur d'un maximum d'unités puissantes, y compris de nombreuses battlesuits broadside, pour attaquer les voitures de clowns. L'optique stabilisée sur les broadsides permet également à cette liste de jouer un Koyon plus défensif si le match existe. Ce qui, avec 3 choix de To the Last, est très difficile et beaucoup de missiles intelligents, pourrait s'avérer utile la plupart du temps. Il n'y a vraiment rien d'excessif quand on prépare une liste pour le metagame actuel. Et Benjamin rejoint les rangs des joueurs qui ont réussi à identifier cela et ont récolté les fruits. C'est vrai qu'en jouant Burst Cannon, en plus derrière, on peut se permettre, en fonction du scénario, de la liste adverse, de pas forcément automatiquement partir sur le Monka, même si on est d'accord que le Monka c'est fort, mais on peut se permettre de partir sur le Koyon. Parce que le Koyon, à partir du tour 4, on va commencer, vu qu'on balance vraiment des shit tirs, on va commencer à avoir des armes qui, quand on va faire du 6 sur le tour 3, qui vont ajouter une touche additionnelle. Sur le tour 5, sur le tour 4, c'est sur 5+, sur le tour 5, c'est sur 4+. Et ce qui était intéressant, c'est avec le Koyon, c'est si jamais il Overwatch, quand une unité qu'il le charge et qu'il est à partir du tour 4, par exemple, vu qu'il va ajouter une touche supplémentaire sur du 5+,
bah, même s'il Overwatch à 6, ça veut dire qu'il va quand même réussir à faire des touches sur 5+. Parce que certes, son tir sur 5+, en Overwatch sera raté, parce qu'on touche sur du 6 en Overwatch, mais vu que sur du 5+ non modifié pour toucher, vous ajoutez une touche additionnelle, bah, ça veut dire qu'en Overwatch, vous toucherez quand même au moins une fois en faisant des 5+, au lieu de 2. Bon, si vous faites des 6, ce sera 2 fois, hein, votre 6 pour toucher plus les touches additionnelles. Et sur du 5+, bah, ça rajoute une touche. Et au tour 5, sur 4+, bah, ça ajoutera quand même la touche. Donc, quand on y réfléchit, en fonction de certaines listes adverses, on va pouvoir décider de préférer pour une fois le Koyon. Et le Koyon a l'air vraiment beaucoup plus intéressant contre l'Arlequin que le Monka. Parce que le Monka, en fait, la reroll des 1 pour blesser, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, why not? Mais ça dure que tour 1, tour 2, tour 3. Et si vous n'avez pas... ça veut dire que l'Arlequin peut décider de rester planqué tour 1, tour 2, tour 3, de minimiser ses points, et à partir du tour 4, de sortir, parce qu'il a cette capacité en fait à être très mobile et de pouvoir sortir et vous casser les dents. Et là, vous vous retrouvez en fait avec un Monka qui a servi à rien. Alors que si vous prenez un Koyon, certes, vous perdez en fait... bon, la PA-1, il s'en fout, l'Arlequin, parce qu'il est sous un VA4. Et bon, de toute manière, que vous comptez en étant stationnaire, bah, tant mieux pour vous. Je crois pas qu'il joue de Colstar, je crois que c'est un Crisis, un Enforcer, non? Attendez, là il joue un Crisis... Ah, il joue juste un Crisis et Shadowsun. Donc clairement, ouais, lui, il est plus orienté, on va dire, vers le Koyon que vraiment le Monka avec un Commander Colstar. Parce que du coup, il peut pas faire 18 pouces avec ses Crisis. Il peut faire 16 pouces via un stratagème qui est auto-advance à 6 pouces. Donc ouais, il profite moins, on va dire, du Monka. En tout cas, il abuse moins du Monka que du Koyon. Donc, et contre... avec ses chiens de Burst Cannon, contre l'Arlequin, c'est plutôt efficace de jouer Koyon. A l'instar d'autres listes tôt, cette semaine, la liste de Benjamin évite les unités utilitaires en faveur d'un maximum d'unités puissantes, y compris de nombreux... je crois que je l'ai déjà lu ça, pour attaquer les voitures de clowns. L'optique stabilisée sur les broadsides permet également... Oui, ça, je l'ai déjà lu. Allez, on passe à Daniel. Daniel, bon, on a couvert. Couvert dans l'épreuve de force, cette liste utilise beaucoup des meilleurs outils de perturbation de l'Azuriani pour tenir l'adversaire à distance tout en infligeant des quantités de dégâts dévastateurs, et peut s'appuyer fortement sur le déchaînement de la puissance de feu psychique si la situation l'exige. Excellent travail de Daniel. Et donc on a les autres en 4-1, Adeptus Custodes, Arlequin en Lightside As. On a un Drukhari quand même, mine de rien. On n'avait jamais pensé que vous seriez excité de voir Drukhari ici, n'est-ce pas? Il vient de m'avoir. Daniel amène 3 ravageurs Blackheart pour soutenir quelques prophètes de la chair, des grotesques et 30 vracs. Et là en Azuriani, on a un Ultu Spired avec 20 scorpions, 40 races, plus quelques grotesques d'artillerie spam. Ah oui, 9 des canons et 3 Night Spinner. Bon, le Night Spinner, je crois que c'était une unité qui était B+. L'article où les rédacteurs disent que le Night Spinner c'est pas si excellent, c'est juste B+. Je pense que là, il doit s'en mordre les doigts.